podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. La 16e étape de la Vuelta aujourd'hui. Et c'est encore une étape montagneuse, c'est encore une étape qui pourrait correspondre à une échappée victorieuse. Parce qu'il y a 4 difficultés, 4 sommets à franchir et l'arrivée se fait encore une fois au sommet dans cette étape de 168 km. Un départ plutôt plat durant 80 km, mais ensuite ça va ne faire que s'enchaîner. D'abord l'Alto de San Antonino, 9 km à 4%, puis le très dur Alto d'Agroba, 11,4 km à 5,4% avec deux petites rampes là, à plus de 8% de moyenne. Ensuite il y a une montée non répertoriée, mais qui est quand même de 4 km à 7%, puis l'Alto de Prado, 3 km à 9% de moyenne. Et enfin l'ascension finale vers Castro de Hervillers, c'est 8 km à 5,2%. Mais les 2 premiers kilomètres sont à 10,3% de moyenne. Autrement dit, aussi bien les favoris du classement général qu'un bon groupe d'échappés pourrait s'imposer aujourd'hui. Pour Joao Almeida qui a 48 secondes de retard sur Jonas Vingegaard, c'est peut-être pas forcément aujourd'hui qu'il aura le plus d'opportunités de lui reprendre du temps ou de faire du différence parce que les ascensions sont nombreuses mais plutôt courtes. Il faudrait être très fort pour lâcher Jonas Vingegaard sur un tel profil. Et puis pour la victoire d'étape, on verra ce que l'échappée sera capable de faire. Échappée qui allait souvent au bout dans cette Vuelta quand ça s'est terminé au sommet. Mais à chaque fois, c'est un coureur de la Team Emirates qui s'est imposé. 2 fois Juan Ayuso, 2 fois Jevan, 1 fois Marc Soler. Hier, l'échappée est allé au bout. Et c'est Mats Pedersen qui s'était imposé, mais parce que c'était une arrivée sur du plat. On verra quel sera le scénario aujourd'hui et qui va pouvoir s'imposer sur cette 16e étape. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti pour le premier des 168 km du jour. À noter 2 coureurs qui ont abandonné, qui n'ont pas pris le départ, notamment un équipier pour Jonas Vingegaard, le rouleur Victor Campenaerts qui abandonne. C'est dommage pour Vingegaard et c'est dommage aussi parce qu'on ne verra plus son vlog du matin. Là, je ne sais pas si vous suivez Campenaerts sur Instagram, mais chaque matin, il met une petite vidéo avant la course où il discute avec Matteo Jorgensen du Fact of the Day. C'est à chaque fois une petite pépite, je vous le recommande. Et ben malheureusement, il n'est plus sur la course, donc on n'aura plus ça. Mais allez voir quand même sur Instagram le compte de Victor Campenaerts, ça vaut le coup. Et puis abandon aussi pour Gianmarco Garofoli, coureur de la Swift Quick-Step qu'on a beaucoup vu à l'avant depuis le début de cette Vuelta et qui là n'en peut plus. Ces 2 coureurs sont malades et n'ont pas pris le départ aujourd'hui. Les attaques qui commencent évidemment. On a envie d'être l'échappée, on sent que ça pourrait encore une fois aller au bout. On a un groupe de 8 coureurs là qui est sorti après quoi 4-5 km. Mais le peloton qui évidemment ne laisse pas sortir comme ça car il y a beaucoup de monde qui veulent être à l'avant et donc forcément si on n'est pas représenté devant, les équipes qui n'ont personne roulent derrière pour tenter de sortir et au final ça ramène tout le peloton. Ça va être une belle bataille probablement aujourd'hui encore une fois pour prendre l'échappée. On verra si elle sera massive comme on a eu 47 hier, 53 coureurs même il y a quelques jours ou si elle sera un petit peu plus raisonnable. Ça n'a pas marché là pour le groupe de 8 coureurs qui sont repris. Immédiatement 2 coureurs qui tentent de repartir en contre avec Pierre Thierry pour l'Arkea BNB Hotel. Et puis Patrick Eddy, l'Australien de la Team Picnic Post-NL, qui sont sortis au moment où les 8 autres ont été repris. Mais évidemment, à 2, c'est peine perdue. Ça suit derrière, ça va revenir aussi sur ces 2 coureurs-là. Bataille pour l'échappée plus que lancée, plus que rapide pour l'instant. Le peloton qui file sur les routes espagnoles et personne qui n'arrive vraiment à faire de différence. Allez, autour de 5 nouveaux coureurs de sortir avec Pierre Thierry qui retourne et cette fois-ci accompagné en plus par Alessandro Verret. Son équipier chez l'Arkea BNB Hotel. On a aussi Pierre-André Côté, le Canadien de l'Israël Première Tech. Clément Brassafonso pour la Groupama FDJ et Jordan Labrosse pour la Decathlon AG2R. 5 coureurs qui ont pris pas grand-chose. 4-5 secondes d'avance sur le peloton. Qui les poursuit de nouveau. Ça risque d'être compliqué encore une fois pour ces 5-là de sortir. On est à 150 km de l'arrivée. Et le fait qu'il y ait tant de monde motivé pour sortir, c'est souvent le cas. D'ailleurs, après les journées de repos, les coureurs se sont reposés, ils sont frais. Et une étape comme ça, y a tellement de monde qui veulent aller à l'avant que du coup, personne n'y arrive. 135 km de l'arrivée, c'est au tour de Bruno Armirail de tenter d'y aller parce que tous les autres coureurs qui ont essayé ont été repris. Le groupe là avec Jordan Labrosse a été repris. On a 4 autres coureurs qui ont tenté de sortir, ça n'a pas marché. Là, c'est Armirail qui va accompagné de 2-3 autres coureurs. Mais ça semble aussi perdu pour l'instant. Le rythme est effréné, infernal. Et je crois bien que même une machine à rouler comme Bruno Armirail ne va pas être capable encore de sortir pour l'instant. Ça n'a pas marché pour Armirail, ça n'a pas marché non plus pour Rémi Cavagna là, qui attendait de sortir accompagné par Jonas Rickaert. C'est très compliqué.
Là, c'est au tour d'un groupe de 4 coureurs de s'y essayer, avec Andrea Baggioli pour Lidl Trek, avec Bob Jungels pour l'Ineos Grenadier, avec Finlay Pickering pour la Bahrain Victorious et Victor Genalec pour l'Arkea BNB Hotel. 4 nouveaux coureurs qui sont sortis, avec un groupe d'une dizaine de coureurs qui est parti en contre derrière eux. Ils se sont échappés un tout petit peu du peloton. On va voir si cette fois-ci ça va aller un peu plus loin pour ces coureurs-là. Eh ben, il était là le bon coup. Ces 4 coureurs, puis les 10 autres qui les ont rejoints sont sortis. Et là, le peloton qui se met en mode barrage, qui se met en mode tranquille, qui a laissé filer ces coureurs qui ont déjà plus d'une minute d'avance et qui creusent parce qu'on les poursuit pas. Ils sont 17 au total, avec encore un coureur pour la Team Emirates. C'est Marc Soler qui est là. Alors dites-moi pas que c'est Marc Soler qui va encore aller s'imposer aujourd'hui et rapporter une nouvelle victoire pour la Team Emirates. C'est pas sûr parce qu'il a des bons adversaires face à lui. Il y a Baggioli pour Lidl Trek, il y a Jefferson Cepeda pour la Movistar, il y a Nico Denz pour la Red Bull Boransgro, mais il y a surtout Mikel Landa et Maury Vincevenant pour la Soudal Quick-Step, et Egan Bernal et Bob Jungels pour l'Ineos Grenadier. On a Sean Quinn pour l'IF, Finlay Pickering pour la Bahrain Victorious. 3 coureurs pour la Groupama FDJ qui est la mieux représentée, avec Clément Brassafonso, Rudy Mollard et Brieux Roland. On a Victor Gernalec et Louis Roulant pour l'Arkea BNB Hotel, Kevin Vermark pour la Picnic Postenel et Jack Stewart pour l'Israël Première Tech. Donc a priori, si cette échappée venait à prendre beaucoup d'avance et à aller se disputer la victoire, on peut noter quand même 3 favoris avec Bernal, Landa et Soler. Attention quand même à des coureurs comme Cepeda, comme Baggioli, comme Sean Quinn, Pickering ou Rudy Mollard qui pourraient aussi avoir leur mot à dire, ou Kevin Vermark également, qu'on a souvent vu à l'attaque. Mais en tout cas, il a fallu être patient, ça a mis près de 50-60 km à se faire, mais l'échappée est désormais faite avec 17 coureurs à l'avant. L'écart qui s'est stabilisé autour de 4 minutes 20, 4 minutes 30 pour les 17 hommes de tête. Là, on n'aura pas 10 minutes, 12 minutes comme on a eu hier, parce qu'il y a Egan Bernal qui est dans ce groupe et qui a seulement 15 minutes et 42 secondes de retard sur Vingegaard. Donc on se méfie un petit peu du Colombien. On est à 88 km de l'arrivée et les échappés qui sont dans la première difficulté du jour, l'Alto de San Antonino, col de 3e catégorie, 9 km à 4%. Je pense pas qu'on se batte forcément pour les points de la montagne. Là, il n'y a pas vraiment de coureurs bien classés dans ce classement, à part Marc Soler. Mais bon, Marc Soler, c'est l'équipier de Jevine, donc c'est peut-être lui qui va aller prendre les points pour empêcher que d'autres n'en prennent et viennent menacer Jevine. Pendant ce temps, dans le peloton, c'est la Visma Easy Bike, menée par les habituels Dylan Van Baarle et Dilko Kelderman, qui roulent pour maintenir cet écart autour des 4 minutes. Pour l'instant, impossible de savoir si la victoire viendra de devant, de l'échappée ou de derrière des favoris. Allez, le sommet de cette difficulté, Marc Soler qui est en tête et qui va aller prendre les points. C'est Nico Denz, attention, qui je sais pas si Nico Denz, il a même pas vu que c'était le sonnet. Il est venu pour passer son relais, Nico Denz, et il a peut-être bien sauté Marc Soler sur la ligne. Mais bon, Nico Denz, je pense pas que le maillot de la montagne, ça l'intéresse vraiment, lui qui est un gros rouleur. Et Marc Soler lui a jeté un petit coup d'œil en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il semble bien que c'est Nico Denz qui soit passé en tête devant Marc Soler, mais ça restera anecdotique. Et en tout cas, c'était pas forcément le but de Nico Denz de passer en tête, c'était juste de passer son relais et de travailler dans ce groupe de 17 coureurs qui travaillent bien ensemble, mais qui n'arrivent pas à prendre donc plus de 4 minutes 20 sur le peloton. L'écart qui s'approche des 5 minutes, désormais 4 minutes 50. On est à 62 km de l'arrivée. On est dans la deuxième difficulté du jour. L'Alto d'Agroba, col de première catégorie cette fois, 11 km 400. À 5,4% de moyenne, des rampes, des passages de 2 km à plus de 8%. Mais pour l'instant, les échappés qui restent ensemble, ils sont 17 et... non mais c'est pas possible. Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une attaque. Voilà, une attaque dans ce groupe d'échappés, il n'y en avait pas eu la moindre. Et à la seconde où je dis qu'ils sont toujours ensemble, c'est Mikel Landa qui veut une accélération. On est à 3 km du sommet et il décide de mettre une petite accélération. C'est quand même un petit peu loin bien sûr de l'arrivée. Il aurait peut-être aimé que quelqu'un l'accompagne pour former un groupe un petit peu secondaire, mais non. Pour l'instant, les 16 autres ne réagissent pas. Mais voilà, Mikel Landa qui décide d'accélérer un petit peu le rythme, de voir s'il y a des bons grimpeurs qui pourraient l'accompagner. Pour l'instant, il est seul. Allez, ça réagit finalement avec Egan Bernal, avec son maillot de champion de Colombie, qui fait un effort, tente de le suivre, mais on a du mal. Pour les autres, c'est Clément Brassafonso, je crois, qui essaye de prendre sa roue mais qui n'y arrive pas. Les autres sont un petit peu en difficulté aussi. Et Bernal qui fait l'effort et qui revient sur Mikel Landa. On a un beau duo là, le vraiment beau duo, Landa-Bernal à l'avant. Et c'est Brassafonso qui s'accroche et qui va aller les rejoindre, le cours de la Groupama FDJ, qui fait un gros effort et voilà, qui à l'instant revient dans la roue de l'Espagnol et du Colombien. On a donc 3 coureurs à l'avant qui ont pris une dizaine de secondes d'avance sur les 14 autres. Et ces 3 coureurs
qui vont arriver au sommet. Mikel Landa qui ne s'est pas retourné. Quand Bernal et Brasafonso sont arrivés dans sa roue, il a continué son effort et c'est lui qui passe en tête avec Bernal en deuxième position et Brasafonso troisième. Derrière, on a vu Nico Denz faire un gros effort, tenter de revenir, mais ça n'a pas marché. Marc Soler aussi a dû boucher un petit trou dans ce groupe de 14 et il passe au sommet, voilà, une dizaine de secondes derrière. Et attention, parce qu'il pleut un peu là, et donc désormais c'est une descente. Il faut être vigilant. On a à peu près 20 km qui n'est qu'en descente avant la montée non répertoriée vers le sprint de Cuso, qui est de 4 km à environ 6%. Il y aura ensuite le sprint intermédiaire, puis la difficulté de l'Alto des Prados, et c'est 3 km à 9%. Et deux coureurs qui reviennent sur le trio de tête dans la descente. Des bons descendeurs que sont Brieux-Roland, l'équipier de Clément Sabre-Fonso. Ça fait deux coureurs pour la Groupama FDJ dans ce groupe de tête, c'est bien joué. Puis Nico Denz à l'instant, le puissant allemand, qui arrive à revenir. Et là, ça commence à être intéressant pour ces 5 coureurs qui ont une vingtaine de secondes d'avance sur les autres, qui ne collaborent pas forcément très bien. Le peloton, lui, est pointé désormais à 6 minutes 10. Donc ça commence évidemment là aussi à sentir très bon pour l'échapper. Est-ce que ces 5 qui sont partis à l'avant vont résister à aller jusqu'au bout? Ou est-ce que le groupe de poursuivants va finir par les rattraper? Mais attention à ne pas leur laisser trop d'avance parce que des coureurs comme Landa, Bernal, Denz et les deux Français Brasafonso et Roland, ça pourrait faire mal. 35 km de l'arrivée. On est dans cette partie non répertoriée, cette ascension non répertoriée qui est assez dure. Et l'énorme effort de Marc Soler pour tenter de revenir sur les 5 coureurs de tête. S'il emmène avec lui Philippe Pickering, Bob Jungels, Kevin Vermaerk, Sean Quinn, Rudy Mollard et les 2 coureurs de l'Arkea BNB Hotel. Garnalec et Roulant. Par contre, ça a lâché pour Cepeda, ça a lâché pour Morey Van Sevenant et pour Jack Stewart. Mais là, Marc Soler, il est en train de ramener un petit peu. Il n'y a plus que 10 secondes. C'était monté jusqu'à 30 secondes, même 40 dans la descente. Et là, il n'y a plus que 10 secondes. Ah, ça a lâché pour Sean Quinn aussi. Ça a lâché pour Garnalec. C'est en train de lâcher pour Rudy Mollard qui s'accroche. Mais c'est difficile. Il a 2 équipiers devant. Et Marc Soler qui ne demande pas le moindre relais aux 5 coureurs qui le suivent désormais. Ils sont même plus que 4 parce que Louis Roulant est aussi en train de lâcher. Il n'y a plus que Badjioli, Jungels, Pickering et Vermaerk qui peuvent suivre le terrible rythme là de Marc Soler. Et le groupe de tête, on s'inquiète de ce retour. Et du coup, Clément Brasafonso qui met une accélération, suivi par Egan Bernal. Mikel Landa qui suit, Brieux-Roland. Et Nico Denz aussi, même s'il s'accroche. Nico Denz, évidemment, là, c'est pas les parties qui lui conviennent le mieux. Ces pourcentages un peu pentus. Et derrière, Marc Soler qui continue. Il n'y a plus que Findlay Pickering dans la roue de Marc Soler. Alors qu'on arrive au sommet de cette difficulté, ils vont très vite arriver au sprint intermédiaire. Et malgré son gros effort, Marc Soler, il n'a pas réussi à rentrer sur la tête de la course. Et maintenant que ça va être un petit peu plus plat, il risque d'avoir du mal. D'autant plus qu'il n'y a plus que Pickering avec lui pour l'aider peut-être. En tout cas, tous les autres, Badjioli, Jungels et Vermaerk qui s'accrochaient encore ne sont plus là non plus. Échappé qui a complètement explosé désormais. Mais on a toujours les 5 coureurs en tête malgré l'effort de Marc Soler, donc il n'a pas encore réussi à rentrer. Mais il lui reste du temps. On est encore à 33 km de l'arrivée, alors que le peloton, lui, vit une nouvelle journée tranquille. L'écart qui continue de grandir, 7 minutes 30. C'est intéressant au classement général pour Egan Bernal, qui va bien se replacer, probablement dans le top 10. Et on est déjà dans l'Alto d'Agrabo. Ils ont passé le sprint intermédiaire, évidemment, sans s'en soucier. C'est Nico Denz qui est passé en tête. Mais simplement une nouvelle fois, en passant son relais. L'Alto des Prados, donc 3 km à 9%. Les 5 hommes de tête ont 20 secondes d'avance sur Marc Soler et Findlay Pickering. Est-ce qu'il va être capable, Marc Soler, d'encore une fois accélérer le rythme et de boucher le trou là? On va voir ça. Findlay Pickering est bien sûr toujours avec lui. Quelques secondes derrière, Kevin Vermaerk est tout seul. Un tout petit peu plus loin, on a Badjioli et Jungels. Ils sont tous un petit peu isolés. À part les 5 devant qui eux sont toujours ensemble et qui travaillent très bien. Oh, elle est vraiment dure cette ascension. Des passages à plus de 12-13%. Elle est pas longue mais elle est vraiment difficile. Et là Marc Soler il est en train de piocher. L'écart qui grandit, 30 secondes. Soler et Pickering qui viennent de rattraper. Nico Denz qui lui logiquement n'a pas pu suivre le rythme des plus petits gabarits des meilleurs grimpeurs que sont Landa, Bernal, Brasafonso et Gruel. Nico Denz qui tente désormais de s'accrocher là dans la roue de Pickering et de Soler. Mais c'est compliqué. Oh, ils sont obligés de limite de faire des zigzags un peu sur la route. C'est vraiment dur. Ça va à plus de 18% là. Oh là, c'est terrible, terrible. Il avance plus. Il avance plus, Marc Soler. On a l'impression qu'on est à l'arrivée d'une ascension de 20 km. Là, Nico Denz, il est à l'arrêt quasiment. Il est obligé de donner des à-coups pour grimper. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Je me demande ce qui va se passer quand le peloton va passer là. Parce que quand même, c'est vraiment très très dur. Et d'ailleurs, dans le peloton, on le voit, la Bahrain Victorious qui s'est mis à travailler. Parce qu'encore une fois, Egan Bernal
menacent la place de Thorsten Trein. Alors, ils sont déjà fait doubler par Junior Le Cerf juste avant la journée de repos. Aujourd'hui, c'est Egan Bernal qui pourrait revenir. Et donc, la Bahreïn Victorieuse qui se met à rouler. Parce qu'ils ont 7 minutes 40 de retard, hein, le peloton sur les 4 hommes de tête désormais. Et Brieux-Roland qui explose complètement. Là, Brieux-Roland, ça y est, ces pourcentages ont été trop durs pour lui. Il n'y a plus que Clément Brassafonso qui s'accroche avec Egan Bernal et Mikel Landa. Mikel Landa qui passe au sommet juste devant Egan Bernal et Clément Brassafonso. Fin de cette ascension qui était vraiment très dure. Briand-Roleux, 3e sur une étape de cette Vuelta il y a quelques jours. Et là, qui a été vraiment distancé. Et derrière, c'est pour dire à quel point Marc Soler a explosé. Il a été distancé là par Nico Denz sur cette fin d'ascension. Et Kevin Vermaerke est revenu de l'arrière sur le duo Soler et Pickering. C'est bien la preuve que ça ne pourront pas revenir cette fois-ci. Ils sont grillés. La victoire qui devrait se jouer entre Bernal, Landa et Clément Brassafonso, qui pourrait créer une énorme surprise s'il venait à battre ces deux champions, grands champions, que sont Mikel Landa et Egan Bernal. Et autour du peloton, de passer dans ces passages à 20%, mais c'est pas possible, ça a l'air plus dur que l'Angliru. Le peloton qui est passé en 2 km de 100 personnes à 15, basiquement. C'est Santiago Buitrago pour la Bahreïn Victorieuse qui fait le rythme, mais ça va encore, c'est quasiment au ralenti, mais c'est vraiment très très dur. On voit Pellizzari qui est même en difficulté, Félix Gall aussi en train d'être lâché. Oh, c'est vraiment un passage, il dure pas longtemps, hein. Ça dure 500 mètres, même pas. Mais alors qu'est-ce que c'est dur! Et en fait, ça monte tellement d'un coup que les coureurs, je pense, sont pas préparés à des tels pourcentages. Pas de souci par contre, bien sûr, pour Vingegaard, pour Almeida, pour Pidcock, pour Hindley. Mais allez, Pellizzari aussi qui s'est accroché. Harold Terrada aussi encore là. Mathieu Riccitello aussi. C'est Félix Gall pour l'instant, hein, qui est la principale victime, je crois bien, de ce train mis par la Bahreïn Victorieuse dans cette ascension, dans ces parties les plus plantues. Inattendu, on ne pensait pas que ce petit col qui n'est que de 2e catégorie soit si difficile et fasse tant de dégâts. Et tiens, devant, on voit Marc Soler complètement se relever. Autrement dit, reprend des forces et attend. Il faut qu'il attende longtemps parce qu'il y a 7 minutes d'écart entre lui et le peloton. Et peut-être qu'il va aider Joao Almeida dans la dernière ascension. Il faut dire que ni Juan Ayuso ni Jevine ne sont encore là. Il y a Großschartner qui s'est accroché, mais c'est tout. Ayuso et Jevine ne sont pas là pour épauler Almeida. Alors que Vingegaard, il a encore Jorgensen, que c'est Ben Tullet. Et d'ailleurs, Ben Tullet, heureusement qu'il est là parce qu'il est en train de donner son vélo là. Jonas Vingegaard qui vient d'avoir une crevaison. Hop, il prend le vélo de Ben Tullet qui le pousse ensuite en courant le long de la route. Ah, ça s'est fait très rapidement, mais ouais, Vingegaard a eu une crevaison. Et voilà, là on a la preuve, l'intérêt d'avoir des équipiers avec soi. Parce que si Almeida se retrouve tout seul et que lui a une crevaison, il n'y aurait personne pour lui donner un vélo comme vient de le faire Ben Tullet. Et là, Ben Tullet, du coup, je pense qu'on le reverra pas, mais c'est pas grave, il a encore Kuss et Jorgensen avec lui, Jonas Vingegaard. Et là, il y a aussi une crevaison. Oh, c'est pas possible, la crevaison de Clément Brassafonso. Mais quelle malchance. Clément Brassafonso qui crève là dans ce passage plat. Et en plus, il n'y a pas sa voiture. Pourquoi sa voiture n'est pas là? Alors qu'on voit la voiture de la Soudal qui, elle, est là. Il est obligé de se faire changer une roue par le service neutre par Shimano. Ah non, quelle malchance pour Brassafonso là. Pire moment d'avoir une crevaison. Et Brieux-Roland, son équipier, n'est pas là pour l'aider. Elle va peut-être se retrouver du coup tous les deux ensemble en poursuite du duo Landa-Bernal. 15 km 600 de l'arrivée désormais. Et ils sont plus que les deux devant parce que Brassafonso vient de crever. Et en plus, il n'y avait pas sa voiture pour le dépanner. Coup du sort assez terrible pour le jeune Français là. Ah, et en plus là, la mauvaise nouvelle qui tombe encore une fois à cause de protestations sur l'ascension finale. On va pas la faire. On va pas la faire. Pas d'ascension pour finir. Et du coup, l'arrivée qui va se juger. Alors cette fois-ci, il y aura un vainqueur. Mais l'arrivée se fera à 8 km de l'arrivée. C'est-à-dire au pied de l'ascension. Ce qui est encore plus rageant pour Brassafonso là. Parce que forcément, là, ça va se régler au sprint entre Landa et Bernal. Ça va finir quasiment en descente ou sur du plat. Et donc Brassafonso aurait clairement plus eu sa chance que sur l'arrivée au sommet. Mais là, voilà. A priori, c'est un peu trop dangereux. Il y a un peu trop de monde, trop de protestations, de manifestants dans l'ascension finale. Et du coup, ça va se finir au pied de cette ascension. Ça va se finir sur du plat. Et c'est Landa ou Bernal qui va en profiter. Ils vont se battre au sprint pour cette victoire. On est à 15 km de l'arrivée prévue. Donc on est finalement qu'à 6 km maintenant de l'arrivée. C'est quasiment tout en descente. On va très vite y être désormais. Je ne pense pas que Clément Brassafonso aura le temps de revenir d'ici là, malheureusement. 10 km de l'arrivée prévue, donc seulement 2 km
de cette nouvelle arrivée finalement. J'espère que Mikel Landa et Egan Bernal ont été bien informés, qu'ils sont bien au courant que la ligne d'arrivée, elle est bientôt là. Les temps seront pris à 8 km de l'arrivée. Le vainqueur sera désigné à 8 km de l'arrivée. Je ne sais pas si ensuite ils vont quand même faire l'ascension ou non. Mais là, on a encore une fois une belle arrivée, un peu de gâché, même si on aura quand même un vainqueur. Et ce sera un beau vainqueur. Ça sera soit Mikel Landa, soit, et sincèrement ce sera évidemment encore plus beau, Egan Bernal, lui qui est passé si près d'arrêter le vélo et même tout simplement d'arrêter la vie. Suite à un accident qu'il avait eu lors d'une sortie en entraînement en Colombie. C'était en 2021, peu après avoir remporté le Giro. Depuis, il n'avait plus gagné la moindre course, si ce n'est cette année où il a remporté le championnat de Colombie, à la fois la course en ligne et le contre-la-montre. Sinon, aucune victoire depuis sa victoire sur le Giro en 2021. Ça serait incroyable s'il remportait aujourd'hui une étape sur la Vuelta. Les deux coureurs qui passent à l'instant la ligne. La banderole des 9 km de l'arrivée, ce qui est donc en quelque sorte la flamme rouge. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment clair dans la tête de l'un et de l'autre où se jouera exactement la ligne? Parce que là, ça va être un sprint. Donc voilà, c'est pas clair. Il n'y aura pas une ligne de dessinée sur le sol pour savoir où exactement sera jugée l'arrivée, comment ils vont faire. J'espère qu'ils sont au courant et qu'il n'y en a pas un qui va passer devant sans même s'en rendre compte et gagner l'étape comme ça. Et l'autre va être évidemment absolument anéanti. On est soi-disant à 500 mètres de l'arrivée. Alors même moi, là, je vous avoue que je ne sais pas trop là. Hein. Pour l'instant, c'est Mikel Landa qui mène avec Bernal dans sa roue. Allez, jette un petit coup d'œil derrière Mikel Landa pour voir l'attitude d'Egan Bernal. Ça voudrait dire qu'il soit au courant. Ils se font un sprint, ouais, c'est bon, ils sont au courant. Le sprint sera la banderole des 8 km. Egan Bernal qui est en train de passer devant Mikel Landa. Et ça y est, c'est fait en fait. Je pense qu'ils ont passé la ligne. Il y avait une ligne qui a dû être faite à l'arrache sur la... Ah, c'est compliqué, c'est quoi cette situation? Non, il s'arrête. Je pense que c'est Egan Bernal qui a remporté l'étape, mais que c'est à la fois beau et décevant. Il ne peut pas lever les bras. C'est pas du tout la même sensation. Il y avait une ligne qui était tracée sur la route. Je pense à l'arrache. Il était situé 200 mètres avant la banderole des 8 km. Donc il est passé en tête aux deux de toute façon, Egan Bernal, mais c'était vraiment pas clair. Il a gagné sans vraiment pouvoir en profiter. Il n'aura pas la sensation d'avoir vraiment gagné. C'est... oh là là, mais qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. C'est la victoire d'Egan Bernal. Ça aurait dû être un moment absolument incroyable. Une joie sans nom. Et ça sera évidemment un petit peu gâché. Derrière, on a le sprint pour la 3e place avec Nico Denz qui est revenu sur Clément Brassafonso qui va faire 3e Nico Denz. Devant Brassafonso, ouais, la ligne d'arrivée, c'est bien cette petite ligne blanche qui est tracée à l'arrache sur la route. Il y a un type qui est là avec un calepin pour noter qui arrive. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Le reste de l'échappée qui arrive là avec Bob Jungels, avec Pickering. Encore une fois, une fin anticlimatique avec la victoire d'Egan Bernal qui aurait dû être vraiment un moment émouvant, mais pour tout suiveur du cyclisme, une joie pour tout le monde. Et c'est un peu gâché parce que les 8 derniers kilomètres n'auront pas lieu. Et du coup, voilà, on n'a même pas un plan de Bernal et voilà, de face qui passe la ligne. C'est la moto qui suit, il passe, il ne sait même pas trop si c'était là ou pas la ligne. Il n'y aura peut-être pas non plus de podium protocolaire où il pourrait célébrer quand même. Voilà, c'est triste. J'ai pas vu d'image. On n'a pas vu d'image de ce qui se passait dans cette ascension, donc je ne sais pas à quel point c'était dangereux ou ingérable, mais c'est dommageable. Mais c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. En tout cas, la victoire, elle fait quand même plaisir pour Egan Bernal. Elle sera là dans son palmarès. C'est la fin, le vrai retour pour lui. Mais l'émotion, clairement, elle était un petit peu absente de cette fin, une nouvelle fois très bizarre, de cette Vuelta qui décidément est difficile, compliquée. Aujourd'hui d'ailleurs, on a appris l'abandon de Javier Romo, lui qui était tombé à cause d'un manifestant il y a 2 jours. Il était trop dans le mal, aussi bien physiquement que psychologiquement. Il avait un peu la rage et du coup, il a abandonné aujourd'hui. Étape très étrange, mais un vainqueur magnifique, Egan Bernal. On espère qu'il pourra quand même la célébrer. Ça faisait donc plus de 4 ans, à l'exception, comme je l'ai dit, de ces 2 victoires sur les championnats du Colombie en début d'année, qu'il n'avait plus gagné depuis son sacre sur le Giro en 2021. Egan Bernal qui s'impose aujourd'hui, l'ancien vainqueur du Tour de France en 2019, qui remporte là la 22e victoire de sa carrière. Malheureusement, ça ne sera pas celle qu'il aura pu le plus fêter parce qu'il n'y a pas eu ni podium protocolaire ni rien. Une fois qu'il a passé la ligne d'ailleurs et qu'on l'a vu s'éloigner seulement de dos, on ne l'a plus jamais revu, pas la moindre image d'Egan Bernal qui fête sa victoire avec ses équipiers, avec ses directeurs sportifs. On ne sait pas où il a disparu. Par contre, on nous a beaucoup montré Jonas Vingegaard. Une fois que le peloton a passé la ligne, le groupe des favoris plutôt, on est resté sur Vingegaard qui discutait avec Jorgensen, avec Sepp Kuss. Ils sont restés au moins une demi-heure
à discuter là aux environs de cette ligne des 8 km parce que les bus évidemment sont en haut et les bus sont probablement un peu bloqués par tous les manifestants. Donc je ne sais pas combien de temps ils vont attendre là en bord de route les coureurs. En tout cas, ils y sont restés au moins plus d'une demi-heure et là, la retransmission est finie et ils étaient toujours en bord de route. Par contre, voilà, on s'est attardé sur Vingegaard. On n'a pas vu la moindre image d'Egan Bernal. Donc ça, c'est décevant parce que c'est quand même une victoire importante pour ce coureur qui a tellement frôlé la mort et la paraplégie. Il s'impose donc dans ce petit sprint bizarre face à Mikel Landa. Et puis voilà, étape bizarre parce que Brieux-Roland, je ne l'ai pas vu du tout, mais il était là. Il finit 3e à 7 secondes seulement d'Egan Bernal et Mikel Landa. Brieux-Roland, celui qui avait été distancé là, dans la dernière ascension, en fait, il était encore là en poursuite. Et il a failli revenir dans le final. Malheureusement, on n'a vu lui non plus aucune image. On n'a pas vu passer la ligne d'arrivée, ni en poursuite. On ne savait pas qu'il était là. Et c'est seulement là, en voyant le classement, on découvre que Brieux-Roland n'était qu'à 7 secondes d'Egan Bernal. Donc ça aussi, c'est dommage. Derrière, c'est Nico Denz qui, du coup, ne prend que la 4e place, alors que je pensais qu'il avait fait le podium. Il finit 4e devant Clément Brassard-Fonso. Suivent les autres coureurs de l'échappée, Bob Jungels, Kevin Vermaerk, Finlay Pickering, Sean Quing et Rudy Mollard dans le top 10. Le peloton termine à 5 minutes 52. Un peloton où on retrouve Vingegaard, Almeida, Pidcock, Terrada, Riccitello, Hindley, Kuss, Pellizzari, Jorgensen, Torsten Train et Félix Groschartner. Félix Gall est donc le perdant du jour puisque lui termine à 6 minutes 46. Il perd quasiment 1 minute sur les autres coureurs. Il a lâché dans cette petite colle de 2e catégorie, mais avec des pourcentages à 20% complètement dingo. Pas d'autre abandon que celui de Javier Romo aujourd'hui. Le Gruppetto qui termine à 18 minutes avec Mats Pedersen dans ses rangs, le dernier du jour. Luca Van Boven pour l'Intermarché Venti. Au classement général, 2 petits changements. Giulio Pellizzari prend la 5e place de Félix Gall. Et puis, il y a Junior Le Cerf aussi qui a été distancé, qui n'était pas dans le groupe des favoris à l'arrivée et qui perd sa 9e place au profit de Torsten Train. Egan Bernal, malgré sa victoire d'étape et tout le temps pris, n'est pas encore dans le top 10. Il est 12e. Il revient à 9 minutes 36 de Jonas Vingegaard. Classement par points, les points ont bel et bien été distribués aujourd'hui, mais pas de souci pour Mats Pedersen, toujours largement leader devant Vingegaard et devant Giulio Ciccone, nouveau 3e au classement de la montagne. Jevine, là aussi largement leader devant Jonas Vingegaard et Louis Vervaeke. Pas de souci non plus pour Pellizzari et son maillot blanc de meilleur jeune, 32 secondes toujours devant Riccitello, alors que Junior Le Cerf recule de nouveau, il est à 3,43. Demain, nouvelle étape, alors on espère qu'elle aura lieu sans incident cette fois. C'est évidemment une situation très compliquée, toujours la présence de l'équipe Première Tech qui attise les tensions et c'est un petit peu évidemment normal aussi. C'est pas une raison non plus bien sûr pour mettre en danger les coureurs ou pour bloquer la course, mais ça explique ces manifestations. On espère que demain, qu'elles seront gérables, qu'elles ne dérangeront pas la course. Une arrivée au sommet demain. Une étape plutôt plat, seulement un petit col de 3e catégorie, quelques ascensions par-ci par-là non répertoriées, mais sinon c'est surtout la dernière ascension qui sera le juge de paix, l'Alto del Morredero, 9 km à 9,5% de moyenne. Si Joao Almeida veut reprendre encore du temps à Jonas Vingegaard avant le chrono, et ça sera demain qu'il devra le faire. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup d'incidents sur cette Vuelta dont l'avenir est un petit peu incertain. On espère que ça ira au bout et que l'enjeu sportif ne sera pas complètement anéanti par tout cela. Allez, salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.